Euh, donc c'est le dernier cours, il va y avoir deux parties. Donc la première partie, je vais conclure. Donc bon, ce cours va être, le cours d'aujourd'hui va être globalement consacré, comme le précédent, à des applications de la géométrie des espaces, des fibrés tordus sur une surface AKX triviale, à la géométrie. Donc je vais finir la première application qui nous a occupé en fait, qui va faire le lien avec les deux premiers cours, qui sont les applications à la conjecture de Tate. Et ensuite je parlerai, j'essaierai d'expliquer deux résultats. Donc j'expliquerai des idées qui sont dues à Max Lieblich et Christian Liedtke sur deux résultats. Donc d'une part la construction de courbes rationnelles dans l'espace de modules de surface K3 supersingulière, et d'autre part l'étude de l'unirationalité de ces surfaces supersingulières. Donc il y aura deux parties. Je vais donc commencer par une partie qui sera peut-être un peu plus courte, que je vais essayer de ne pas faire trop longue, donc de finir l'application de résultats de finitude à la conjecture de Tate. Donc c'est la fin de ce que j'ai expliqué la dernière fois. Donc je finis de raconter avec des variantes l'article de Lieblich, Molik et Snowden sur le lien entre résultats de finitude pour les familles de surface K3 sur un corps fini et la conjecture de Tate. Donc je vais faire quelques rappels juste pour fixer les idées. Donc j'avais parlé beaucoup de faisceaux tordus. Donc on a X, mettons, une surface pour fixer. Donc si vous voulez qu'elle soit déjà une surface K3, c'est très bien. Bon, en tout cas, une surface, ou même ici, ça pourrait être projectiviste. Simplement, la dimension pas sur un corps arbitraire pour le moment. On pourrait travailler évidemment sur une base, etc. Donc, on fixe une gerbe. Donc, je vais appeler peut-être pi. Une mu n gerbe. Donc, c'est un objet qui représente physiquement, en un certain sens, une classe dans la cohomologie, dans le H2, à coefficient mu n. Et donc, donc j'avais parlé de faisceau tordu. Donc, il y avait la façon la plus intrinsèque, disons, de le dire, c'est la chose suivante. Donc, un faisceau tordu, donc tordu par x. Donc, c'est un faisceau sur la gerbe, sur x ronde. Et alors, plus une condition de compatibilité à la structure de mu n gerbe, donc plus compatibilité entre les deux actions de mu n qui sont cachées dans cette situation. Donc, je rappelle, il y en a deux. Il y en a une, c'est tout simplement la multiplication de mu n, c'est un sous-groupe de Gn. Et l'autre, c'est l'action de mu n par pullback sur la gerbe. Donc, on demande que ces deux actions soient la même. Donc, c'est ce qu'on appelle un faisceau tordu. Et donc, la remarque, juste pour rendre les choses un peu plus concrètes, c'est que si, dans le cas, donc, s'il existe, et on le sait en fait, évidemment, dans un certain nombre de cas, donc s'il existe f qui soit à la fois x tordu par x et localement libre. Donc on a une équivalence que j'avais écrite la dernière fois, une espèce d'équivalence de Morita en fait. On retrouve en fait une équivalence entre les faisceaux x tordus et les faisceaux sur l'algèbre d'Asumaya associés à F. Donc on retrouve une équivalence, on retrouve les faisceaux sur l'algèbre d'Azumaya. Donc quand je dis on retrouve, c'est il y a une équivalence de catégorie. Les endomorphismes de F. Alors évidemment, exemple, si X est projective. Ou quasi-projective. Donc c'est le théorème de Gaber. Sur l'équivalence du groupe de Breuer cohomologique, du groupe de Breuer défini par les algèbres d'Azumaya justement. Donc on a cette équivalence-là. Donc c'est tout à fait notre situation. Donc on a un peu deux façons d'y penser.
Donc, une conséquence, c'est évidemment, on peut développer, et c'est ce que fait Lieblich dans sa thèse, donc la théorie des espaces de modules directement sur la gerbe, mais on peut à ce moment-là, donc comme j'avais dit la dernière fois, appliquer la théorie de Simpson pour avoir les notions usuelles. Donc déjà, on peut demander que f soit cohérent, puisque c'est donc sur l'algèbre pardon, quand je dis les faisceaux, plutôt les faisceaux de modules, enfin les faisceaux de modules sous l'algèbre. Voilà, donc c'est un faisceau, en particulier c'est un faisceau cohérent. Donc on a une notion de cohérence, f est un faisceau sur x cette fois-ci, faisceau de modules sur x. Donc on a la cohérence, ou la quasi-cohérence, on a des notions de, par exemple, de mu, semi-stabilité ou pas. Et puis on a des espaces de modules, de faisceaux semi-stables. Donc on peut obtenir soit en développant la théorie de manière intrinsèque sur la gerbe, soit par les travaux de Simpson qui couvrent ce cadre en fait complètement. Donc on dispose de ces espèces de modules, de faisceaux, tordus par X et semi-stables. Voilà. Donc on dispose de cet objet-là. Il y a plusieurs choses intéressantes à faire. Oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est comme je l'avais fait quand je parlais d'espace de module de faisceau. Il y a évidemment une polarisation qui est cachée derrière, la stabilité, la semi-stabilité, référence à cette pole. Oui, pardon. Je suis en train de regarder les faisceaux sur X-ronde, mais je dis qu'ils correspondent, puisqu'on est sur une variété projective, à des faisceaux sur l'algèbre d'Azumaya. Des faisceaux sur X. Donc tout simplement, le procédé, c'est s'il existe un F, donc l'équivalence de catégorie, c'est tu prends un G sur X-ronde, et puis tu considères G tenseur F, et celui-là, il vient de la base. Pardon, G tenseur F dual. Donc celui-là, il vient de la base, puisque je tenseur par quelque chose de localement libre, et ça, c'est un faisceau sur l'algèbre d'Azumaya. C'est un faisceau qui vient de X droit. Ça, c'est un faisceau sur X droit. Et tu as une façon de faire, donc on peut raisonner de manière intrinsèque sur X-ronde, mais une façon de faire, c'est de raisonner avec ces objets-là qui sont, et d'appliquer la théorie usuelle. C'est équivalent, il n'y a pas de problème. Tout à fait, c'est pour le faisceau sur X droit, c'est la semi-stabilité qu'on connaît, mais restreinte évidemment, donc c'est des faisceaux sur une algèbre qui est plus grosse, donc la semi-stabilité est plus restrictive. J'avais donné un exemple la dernière fois. Donc on a ces espaces-là. Une remarque, c'est que si la gerbe est essentiellement triviale, c'est-à-dire qu'elle est associée à la gerbe, donc elle vient d'un ce que je veux dire par là, c'est que sa classe dans le groupe de Brouwer est triviale, donc autrement dit, que c'est la gerbe associée à aux racines énièmes d'un fibré en droite. Donc c'est la gerbe qui vient des racines énièmes d'un fibré en droite. On obtient un objet, donc un espace de module, canoniquement isomorphe à l'espace de module non tordu. Voilà. Isomorphe à l'espace de module de fibrés, de faisceaux non tordus, donc c'est pas difficile, mais c'est essentiel pour la raison suivante, parce que pour étudier, notamment dans le cas donc, où on se passe par exemple une surface K3 qui a beaucoup de déformations, pour étudier ces objets, on va dire deux choses. Donc ces objets-là existent bien entendu en famille. Si on veut étudier leur géométrie, on connaît très bien, j'ai expliqué au deuxième cours, on connaît très bien la géométrie des espaces de modules de faisceaux usuels.
On peut simplement déformer, donc on parle d'un grand X et d'une gerbe, d'une muette gerbe qui n'est pas forcément triviale. On peut déformer notre variété petit x de telle façon à ce que la gerbe devienne triviale, et on va déformer, on va amener tout l'espace de module avec. Donc si on connaît la géométrie non tordue, on va arriver à mettre la main sur la géométrie dans le cas tordu. Voilà, c'est cette remarque-là qui est essentielle. Donc évidemment, il faut avoir des énoncés invariants, des énoncés qui se comportent bien par déformation et par les identifications, notamment l'identification qui est cachée dans la remarque. Donc, donc je voudrais parler de classe de Chern. Donc on va regarder cette module. Alors, j'ai beaucoup de choses à raconter aujourd'hui, donc je vais pas faire, j'avais fait la numérologie assez en détail dans le cas non tordu, donc je vais simplement donner la chose un peu plus brute. Donc on a une notion de classe de Chern dans ce cas-là, qui est la chose suivante. Donc on veut définir un caractère de Chern pour un faisceau tordu. La théorie des classes de Chern, donc on a deux manières de faire, évidemment. On peut réfléchir à ce que ça doit être pour les fibres en droite et puis faire comme d'habitude. Je vais donner un raccourci, ça va être donné par la chose suivante, qui nous permet d'avoir Riemann. Alors, on veut définir la classe de Chern d'un fibré donc, tordu sur X, donc F sur X. Donc plutôt fx tordu. Alors, on ne sait pas, peut-être pas a priori, mais par contre, ce qu'on comprend, c'est le faisceau f tenseur R. Alors, mettons, je vais mettre localement libre si vous me permettez, pour que je prenne pas, pardon, pour que je n'ai pas de dérivation supplémentaire. Donc, je prends f tenseur R. Ça, c'est un vrai faisceau. C'est un faisceau qui vient, encore une fois, de grand X. Donc, son caractère de Chern est bien défini, et on impose simplement l'égalité suivante. Vous voyez, ça va intervenir donc on impose ça, évidemment, ça ne définit pas tout à fait le caractère de Chern, il faut imposer quelque chose de plus, par exemple l'égalité des rangs, mais ça définit le caractère de Chern de manière unique, donc plus une normalisation sur les rangs. Il faut faire attention, parce que ça fait évidemment intervenir des dénominateurs dans cette formule. Vous pouvez faire des variantes, donc c'est la façon la plus courte que j'ai eue d'expliquer ce que c'était. Donc en particulier, ça vérifie Riemann-Rohr. Une chose, donc il y a des variantes, évidemment. Donc vous pouvez faire plusieurs choses. Donc ça a été décrit, en fait, ces choses-là ont été décrites très en détail par Huybrecht et Stellari. Ils ont donné plusieurs variantes. Donc on a au moins deux choses. Donc sur les vous pouvez utiliser les algèbres d'Azumaya. Vous avez une variante directe là-dessus. Donc, utilisez la version Azumaya. Donc là, la chose suivante n'est pas très... Donc, on comprend ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, dans la version Azumaya, on a tensorisé, on obtient un faisceau on obtient un fibré usuel, donc il faut normaliser par le choix. Donc, c'est ça qui est un petit peu subtil. Donc, on a un caractère de Chern. Les faisceaux X tordus sont des faisceaux usuels, mais sous une algèbre de module plus grosse. Donc, on a un caractère de Chern qu'il faut normaliser. Je verrai les normalisations ici. Et puis, vous pouvez utiliser des fibrés projectifs. Donc, comme je l'avais fait remarquer la dernière fois, par exemple, un faisceau X tordu localement libre définit un fibré projectif. Donc, vous avez tout un bout des classes caractéristiques qui vient simplement de ce que vous pouvez voir sur ce fibré projectif. Donc, utilisez des fibrés projectifs. Donc, vous avez plusieurs formules. C'est pas essentiel, en tout cas, ça donne ça. Alors, je vais spécialiser tout de suite pour avoir des formules un petit peu plus simples. Au cas d'une surface K3, donc, encore une fois, toutes ces théories n'utilisent que le fait que Kx est trivial. On a des surfaces à Kx trivial, donc on peut faire les autres cas de la classification. Et puis je vais supposer, donc on a X sur K, une surface K3, et puis je vais supposer, parce que je vais prendre la cohomologie tout de suite, que K est fini ou algébriquement clos. Ça me permet de prendre la cohomologie de X étale de X directement, ou algébriquement clos. Bon, alors, comment est-ce qu'on obtient des classes dans le groupe de Brouwer? On fixe alpha, un élément de H2 de X à coefficient dans ZL de 1, et puis on peut regarder la chose suivante. On envoie H2 de X ZL de 1 dans la cohomologie de X à coefficient mu L puissance n. Donc je fixe un n, et puis ça s'envoie dans la L puissance n torsion
du groupe de Brouwer. Voilà. Et évidemment, le noyau étant ce qui est engendré par le groupe de Picard. Et donc, ça envoie alpha sur une classe que je vais appeler alpha n. Donc, petite remarque, c'est des choses qui ont été en fait beaucoup plus regardées en physique avant d'être regardées par les mathématiciens. Donc, c'est ce qu'on appelle, sur la terminologie de Huybrecht et Stellari, je donne juste le nom, c'est ce qu'on appelle un B-champ L-adique. Voilà, donc à partir d'un élément de alpha, on obtient des classes dans le groupe de Brouwer. Donc c'est une situation, si vous vous rappelez, qui était tout à fait parallèle à la façon dont on contrôle le groupe de Tate-Shafarevich. Donc on va imposer des conditions sur alpha et obtenir des éléments là-dessus. Donc j'expliquerai un petit moment. Voilà, alors maintenant, on fixe n. Et puis on regarde donc x sur x ronde. X ronde sur x droit, donc pi peut-être une gerbe, une mu L puissance n gerbe, qui représente donc la classe alpha n. Alors elle est peut-être triviale a priori, j'ai rien supposé. Si alpha est vraiment la classe d'un diviseur, on obtiendra une gerbe qui est essentiellement triviale. Et puis pour f x tordu, alors encore une fois, je ne vais pas faire la numérologie jusqu'en détail, mais donc on a ces classes de Chern qui sont définies à gauche, son caractère de Chern, et on a donc on a un vecteur de Mukai, comme on l'avait fait dans le cas non tordu. Donc le vecteur de Mukai, il faut, alors c'est une ambiguïté que j'avais déjà mentionnée la dernière fois et qui apparaît notamment dans le cas où l'algèbre est essentiellement triviale, il y a un fibre en droite qui est caché. Vous voyez, quand vous avez une gerbe essentiellement triviale, l'espace de module que vous obtenez, c'est l'espace de module usuel, mais il y a une ambiguïté qui vient de ce fibre en droite, du fibre en droite sous-jacent ici. Et donc, c'est la même chose que quand on calcule les classes caractéristiques d'un fibré projectif. Il faut normaliser par une exponentielle. Donc, si je ne perds pas. Donc, ça motive, j'espère, suffisamment. Le vecteur de Mukai de f, c'est la chose suivante. Donc on va prendre évidemment le caractère de Chern de f, on multiplie par la racine de la classe de Todd, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, donc ça c'est la chose normale par rapport à Merhamann-Rohr, mais on normalise par e puissance, alors alpha sur L puissance n. Voilà, c'est ça qui permet, vous voyez, c'est ce qui permet de traiter cette ambiguïté dans un fibre en droite. Donc c'est la bonne définition, disons. C'est la bonne définition pour obtenir une compatibilité entre la théorie, donc vous vérifiez, qui obtient la compatibilité entre la théorie sur une gerbe essentiellement triviale et la théorie non tordue. C'est exactement cette normalisation qui prend en compte cette ambiguïté. Bon, alors, la chose suivante est vraie, en fait, on a beaucoup de choses, et c'est dû à Yoshioka. Mais ce n'est pas surprenant, donc la difficulté est plus dans avoir une théorie solide et invariante par déformation que d'en démontrer explicitement. Pardon ? Alpha, alors alpha c'est un élément là-dedans. Donc effectivement, je devrais peut-être dire à quoi appartient le vecteur de Mukai. Il appartient a priori, et je spécifierai, il appartient à la cohomologie L-adique, disons, de x QL de 1. En fait, ça appartient, c'est entier, mais... Voilà, c'est toujours cette ambiguïté, on travaille avec alpha et pas avec l'image dans le groupe de Brouwer. Très bien, donc on obtient cette chose-là. Donc je vais donner le résultat qui m'intéresse. Pardon ? Excuse-moi, pardon ? Ah oui, non, tout à fait, c'est pas très heureux. C'est dans le vecteur, c'est dans le réseau de Mukai. Non, tout à fait, c'est dans le réseau de Mukai. Donc la somme en poids zéro de tous les groupes de cohomologie. H tilde, je pense que je l'avais appelé la dernière fois. Bon, très bien.
Donc on a cette situation-là, et la numérologie est la même que d'habitude. Alors, je vais ajouter, c'est comme dans le canon tordu, et c'est comme Hélène le faisait remarquer, il y a une polarisation qui est cachée là-dedans. Donc je vais supposer que V est bien choisi. Donc V satisfaisant une condition technique pour que, d'une part le rang soit positif, etc. Et les polarisations ne nous gênent pas. Donc j'avais expliqué ça, je pense, il y a 2 semaines. Dans ces espaces de modules de faisceau sur des K3, il y a une structure pour l'ensemble des polarisations possibles qui vivent dans la cohomologie, donc une structure de chambres et de murs. Et donc on choisit toujours des polarisations génériques par rapport à un caractère de Chern donné. Donc je vais supposer que V est suffisamment bien choisi pour que ce choix-là ne pose pas de problème, donc satisfaisant une condition technique qui sera vérifiée dans le choix que je vous donnerai dans un tout petit moment. Alors, voilà, je vais supposer en plus peut-être que alpha est une classe transcendante. Donc, par quoi je veux dire qu'elle est orthogonale, c'est une classe dans H2, mais je vais supposer qu'elle est orthogonale au groupe de Néron-Sévry de X. Donc, je vais supposer qu'elle donne vraiment quelque chose dans le groupe de Brouwer. Et primitive, pour que le n qui est ici soit vraiment l'ordre, le L puissance n, pardon, soit vraiment l'ordre, sinon on a des choses qui sont un peu mauvaises. Donc on a cette chose-là. Alors, l'espace de module. Donc évidemment on a un champ de module, mais je regarde l'espace de module grossier. M, X de V, donc des faisceaux X tordus, de fibrés. Alors, je mettrais semi-stable, mais la condition technique est notamment, pour simplifier la vie, que la semi-stabilité et la stabilité coïncident. De fibrés, donc semi-stable. X tordu de vecteur V. Et projectif, lisse, de dimension V au carré. Alors évidemment, j'ai dit un petit peu, je fais les choses peut-être un tout petit peu dans le mauvais ordre. V est en fait un vecteur entier, V au carré plus 2. Donc c'est la même formule, c'est exactement la même formule que dans le cas non tordu. Donc 2 remarques. Donc première remarque, V est entier. Et mieux que ça, alors on peut calculer exactement, et c'est pour ça que j'ai choisi la classe transcendante, on peut calculer le groupe qui reçoit les classes de Chern, plus précisément, et il appartient à la chose suivante. V appartient, donc j'avais appelé N toujours le sous-groupe algébrique du réseau de Mukai, donc qui était H0 plus H2 plus H4. Donc il appartient à la version tordue de N, qui est donc inclus dans H0 de x zl plus h2, donc c'est le réseau de Mukai, je réécris, et zl de 1, pardon, x k bar, non, plus h4 de x zl de 2. Donc, dans ce sous-groupe-là, il appartient à la composante algébrique, qui est la chose suivante, qui est les éléments. Donc vous voyez, on est en train de regarder les classes de Chern d'un fibré tordu. Donc il y a E puissance alpha sur R. La première chose, c'est le rang. Le rang a tendance à être un multiple de R, au moins localement libre. Donc c'est un multiple de R. Un élément, donc c'est un petit calcul. Hein. Vous prenez le vecteur de Moga et vous multipliez par l'exponentielle. Pardon, R. R, c'est le rang. Donc L puissance n. Un élément du Néron-Sévry, plus A fois alpha, notre classe dans le groupe de Brouwer, et C fois la classe fondamentale. Donc A et C sont des entiers et D est indivisible. Vous vérifiez ça. Donc c'est le groupe de Néron-Sévry tordu en un certain sens. Donc c'est l'ensemble qui reçoit les vecteurs de Mukai. Très bien. Donc c'est en fait, vous tirez en arrière par l'exponentielle le groupe algébrique. C'est pas très difficile de calculer ça. Donc V est entier, ça, son carré notamment est en entier, donc c'est V carré plus 2.
Évidemment, dans la condition technique, il y a les hypothèses raisonnables pour qu'ils soient non vides, mais c'est... donc c'est la première remarque. C'est la même formule que dans le cas non tordu. Et pour une bonne raison. Parce que je vous ai dit que ces espaces... Donc vous vérifiez d'abord que l'espace est lisse, c'est les arguments qui remontent à Mukai que j'avais expliqué la dernière fois. C'est la même formule que dans le cas non tordu, tout simplement parce qu'on déforme la gerbe de façon à déformer pour que... Déformer grand X pour que grand X sur X ronde sur grand X soit essentiellement trivial. Et puis vous obtenez le résultat. Vous vous ramenez au cas non tordu, vous appliquez la théorie de Mukai. Et puis de O'Grady, etc. C'est la deuxième chose. Je vais faire une remarque. Et donc en fait, on a mieux, parce que j'avais expliqué la dernière fois comment... oui, pardon, j'aurais peut-être dû écrire quand même le nom, donc ça c'est du Hayashioka. Une fois qu'on... L'argument peut se pousser, le second argument, dans le sens où vous pouvez déformer la gerbe pour qu'elle devienne essentiellement triviale, vous déformez l'espace de module avec, donc en particulier, vous pouvez contrôler la cohomologie de l'espace de mx ronde. Et c'était quelque chose qui était tout à fait essentiel. Il y a 2 séances quand je voulais appliquer la Suzarine, mais ça marche tout à fait pareil, puisque les normalisations sont faites justement pour que la numérologie soit compatible avec le canon tordu. Et donc, on a mieux, je ne sais pas si c'est mieux, mais plus, le fibré universel. Donc on a toujours un fibré quasi universel, cette fois-ci, puisqu'on a une espèce de module grossier. Induit, alors je vais donner juste ce qui m'intéresse. Donc induit une correspondance, donc des isométries, pardon. Alors induit des isométries, il faut faire un tout petit peu attention. Donc là, on est éventuellement en caractéristique P. Pour des raisons techniques, il y a toujours des puissances de P qui sont plus difficiles à contrôler, puisque vous calculez tout ça avec de la cohomologie éladique, mais ça ne sera absolument pas important. Entre, d'une part, H2 de mx de V. Alors, il y a 2 cas particuliers. Vous voyez qu'il y a 2 cas. Pardon. Donc, excusez-moi, je vais pas donner d'énoncé. Je vais donner un énoncé dans le cas un peu plus simple. Donc, j'avais étudié la dernière fois le cas qui m'avait intéressé dans l'astuce de Zarine, c'était le cas où V carré était strictement positif, où V n'était pas isotrope. On avait construit ces espaces de module un peu plus gros pour avoir de la place. Mais ici, on veut faire quelque chose d'un peu différent. On veut montrer qu'il n'existe pas de alpha orthogonaux au groupe de Néron-Sévry dans cette situation. On veut justement montrer la conjecture de Tate. Donc, je vais m'intéresser plutôt au cas où V est isotrope cette fois-ci. Donc, supposons V isotrope. Donc, V carré égale 0. Alors, vous avez une surface cette fois-ci, et cette surface est encore symplectique holomorphe. Donc, alors, M x de V est une surface K3. Alors, évidemment, la théorie marche pareil si V carré est strictement positif. Vous obtenez une variété symplectique holomorphe, donc toujours avec le caveat qu'en caractéristique P, je n'ai pas une définition tout à fait solide, mais on obtient une variété projective lisse avec une forme symplectique, par exemple. Donc on obtient une surface K3 dans le cas isotrope. Et alors, j'avais expliqué comment on calculait la cohomologie dans le cas non isotrope. On prenait l'orthogonale du vecteur de Mukai dans le réseau de Mukai. Évidemment, dans le cas isotrope, on ne va pas faire ça. On va prendre l'orthogonale et on va quotienter par V, puisque c'est un vecteur isotrope, il est inclus dans son orthogonale. Donc on a des isométries. Donc encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, donc à P près, à des sous-groupes de P torsion près, de torsion P primaire près, entre d'une part
l'orthogonale de V, alors je vais écrire, comme j'ai des orthogonaux de V dans deux choses, donc l'orthogonale de V dans, alors ça c'est H tilde de X, H tilde de X à coefficient ZL. Donc entre deux choses, l'orthogonale de V dans H tilde, oh pardon, je donne une notation badale, donc prenons l'orthogonale de V modulo ZV dans H tilde de X ZL. Donc cette chose-là, vous voyez, on a H tilde à dimension 2 de plus que H2 d'une surface K3, il a dimension 24. Évidemment, quand je prends l'orthogonale de V et que je quotiente vers cette droite, on retombe sur quelque chose de dimension 22 et c'est... Pardon? Je prends l'orthogonale de V. Pardon. Non, V est isotrope, mais il n'est pas... Ah, à droite. Ah oui, c'est un sous-quotient. Oui. Tout à fait, tout à fait. Là-dedans, donc... Oui, ZL, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, donc cette chose... Oui, non, excuse-moi, bien entendu. Donc on a cette chose-là qui est isomorphe et à H2. Donc il n'y a pas de P, évidemment, mais je voudrais faire un truc un peu plus précis dans une seconde. Et la cohomologie, donc, de l'espace de module. Et on a la même chose, alors qu'on dévisse de manière similaire, entre le groupe de Néron-Sévry, cette fois-ci, donc qui est une structure entière de Mx de V. Donc, le groupe de Néron-Sévry de Mx de V va correspondre, cette fois-ci, à l'orthogonale, donc V orthogonale modulo ZV, cette fois-ci, c'est entier, dans la partie algébrique du vecteur du réseau de Mukai, donc sur ZV. Okay, donc on a cette chose-là. Alors il y a juste un groupe d'indices P qui n'est pas, à ma connaissance, pas tout à fait évident à contrôler. Mais, donc peut-être un tout petit mot sur la démonstration. Le premier énoncé donc, du Hayashi-Oka, toujours, hein, toute cette partie du Hayashi-Go. Le deuxième, donc évidemment, il suit du premier en caractéristique 0, puisque par la conjecture de Hodge pour les classes de type 1, 1. Évidemment, on est en train d'essayer de prouver la conjecture de Tate, donc il ne suit pas du deuxième directement. Mais en fait, il suit tout simplement parce que ces isométries sont induites par des correspondances algébriques. Elles sont induites justement par un faisceau, par l'interprétation modulaire de Mx de V. Donc elles envoient effectivement classe algébrique sur classe algébrique. Donc une fois qu'on contrôle la cohomologie de ces deux variétés, on contrôle leur réseau, leur partie algébrique. Donc il faut comprendre comment diviser les choses, etc. Ce n'est pas un problème. Bon, mais en particulier, vous voyez la chose suivante, maintenant. La chose suivante, c'est que quand n grandit, les mx de v, alors, je vais choisir v, évidemment, pour chaque n, je vais choisir un v, mais les n alpha sur L puissance n de x, ils ont tendance à grandir en termes de... Donc c'est un réseau entier, il y a un discriminant, mais le discriminant a tendance à devenir de plus en plus gros à cause du L puissance n. Donc, si je choisis V, je vais choisir V dans une seconde, ces surfaces K3 Mx de V vont avoir tendance, quand n grandit, à être différentes les unes des autres. Groupe de... Donc, ces surfaces, donc c'est exactement ce qui se passait dans le cas, dans le cas de Tate, et puis dans le cas d'Artin-Swinnerton d'ailleurs, à partir d'une classe dans le groupe de Brouwer, donc on a choisi, qu'on va choisir un petit peu de manière agréable, on obtient une suite infinie de surface K3 qui est vraiment infinie si on est parti de quelque chose de non nul, qui matérialise le fait qu'il y a, que le groupe de Brouwer n'ait pas de torsion. Et évidemment, les deux premiers cours étaient consacrés à démontrer que cette situation ne peut pas se produire sous une numérologie assez faible. Donc je vais conclure maintenant. Alors on va prendre, donc il faut choisir V en fonction de n, donc pour... Je vais mettre en pratique cette stratégie, si j'arrive à retrouver mes feuilles.